Tu entres dans un magasin. Sur une table, 2 t-shirts blancs parfaitement pliés. Ils viennent de la même usine, même coton, même coupe, même fonction, couvrir ton corps. Aucune différence tangible. Le premier affiche un prix banal, 10 €. Le second porte un petit logo rouge discret, presque insignifiant, 500 €. Si l'être humain était rationnel, l'histoire s'arrêterait là. Le choix serait évident. Payer 50 fois plus pour exactement la même chose serait absurde. Et pourtant, le t-shirt à 500 € disparaît en premier. Les gens font la queue. Certains économisent, d'autres s'endettent. Et le plus étrange, c'est que ce même t-shirt passé soudainement à 30 €, il perdrait immédiatement tout son attrait. Personne n'en voudrait. Parce qu'à ce moment précis, le produit ne serait plus ce qu'il promet réellement. Ce t-shirt ne vend pas du coton, il ne vend pas une meilleure qualité, il ne vend même pas du confort. Il vend une position. Il vend une différence silencieuse envoyée aux autres. Le prix n'est plus un coût, le prix devient la fonction principale. Et c'est là que l'économie classique cesse de fonctionner. À la fin du 19e siècle, un économiste du nom de Thorstein Veblen observe quelque chose qui dérange les théories classiques. Les manuels disent « L'être humain achète pour être efficace, pour optimiser, pour obtenir le maximum d'utilité au moindre coût. » Mais la réalité raconte une autre histoire. Veblen voit des gens acheter des objets qui ne sont ni pratiques, ni confortables, ni rationnels. Des montres trop lourdes pour être portées, des vêtements inconfortables, des objets volontairement inutiles. Et il comprend quelque chose de fondamental. L'utilité n'est pas toujours le but. Dans certaines sociétés, acheter cher est une démonstration en soi. Une montre de luxe ne donne pas mieux l'heure qu'une simple Casio à 20 €. Une voiture hors de prix ne t'emmène pas plus vite au travail. Mais ce n'est pas le point. Ces objets servent à envoyer un signal clair « J'ai suffisamment de ressources pour gaspiller sans conséquence ». C'est ce que Veblen appelle la consommation ostentatoire. Dépenser devient un langage, un moyen de se situer dans la hiérarchie, une preuve visible de puissance économique. Et à partir de ce moment-là, le prix cesse d'être un problème. Il devient la preuve que le message est crédible. Dans un monde logique, un prix élevé devrait freiner le désir. Mais dans certains marchés, il se passe exactement l'inverse. Plus le prix monte, plus l'objet devient désirable. Pourquoi ? Parce que le prix agit comme une barrière, et toute barrière crée de la valeur symbolique. Le mécanisme est toujours le même. D'abord, les plus riches achètent, non pas pour l'objet, mais pour ce qu'il représente. Ils utilisent le prix comme un drapeau. Je peux me le permettre. Ensuite, la classe moyenne observe. Elle ne cherche pas l'objet, elle cherche la validation sociale. Alors, elle imite. Elle étire son budget. Parfois, elle s'endette. Les marques comprennent très vite le jeu. Elles n'essaient plus d'être accessibles. Elles font exactement l'inverse. Elles montent les prix, limitent les stocks, créent de l'attente. Parce qu'un produit facile à obtenir ne permet plus de se distinguer. Et la boucle se referme. Prix plus élevé, désir renforcé, exclusion accrue, demande encore plus forte. Ce n'est plus un marché rationnel, c'est une spirale de signalisation. Une course où la valeur réelle disparaît et où seule compte la capacité à payer. C'est ici que le paradoxe devient vraiment dangereux. Parce que les plus riches ne jouent pas le même jeu. Quand un milliardaire achète une voiture à 300 000 €, ce n'est pas un choix financier, c'est un détail. Une ligne invisible dans son patrimoine. Mais la classe moyenne regarde ce sommet et tente de reproduire les mêmes signaux. Même voiture, même sac, même téléphone, même apparence. La différence ? La source de l'argent. Pour imiter, la classe moyenne utilise ses économies, du crédit, du temps futur déjà vendu. Elle ne paie pas avec un surplus, elle paie avec ce qui devait construire sa liberté. Chaque euro mis dans un symbole est un euro qui ne travaille pas, qui ne s'investit pas, qui ne se compose pas. Et le pire, c'est que le message envoyé ne touche même pas sa cible. Les gens que tu essaies d'impressionner ne te regardent pas. Ils ont déjà changé de repère, déjà changé de code, déjà monté d'un cran. Tu échanges des actifs productifs contre des objets qui perdent de la valeur juste pour envoyer un signal à des inconnus indifférents. Et c'est comme ça que le jeu de l'apparence retarde la vraie richesse. Si ce mécanisme est aussi puissant, ce n'est pas un hasard. Il est inscrit profondément dans notre biologie. Pendant des centaines de milliers d'années, le statut n'était pas un luxe,
c'était une question de survie. Être reconnu, être respecté, être perçu comme fort ou compétent augmentait tes chances d'être protégé, d'avoir accès aux ressources, d'attirer un partenaire. La mature l'a compris bien avant nous. Regarde le paon. Sa queue est énorme, colorée, encombrante. Elle le ralentit, elle le rend plus visible aux prédateurs. Et pourtant, il la porte fièrement. Pourquoi? Parce qu'elle envoie un message brutal. Je suis tellement en bonne santé que je peux survivre malgré cet handicap. Chez l'humain, la consommation ostentatoire joue exactement le même rôle. Nous achetons des objets coûteux, pas parce qu'ils sont utiles, mais parce qu'ils signalent « j'ai assez de ressources pour me permettre ce gaspillage ». Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce réflexe archaïque a été hijacké. Les marques de luxe, les campagnes marketing, les algorithmes comprennent ton cerveau mieux que toi. Elles créent de la rareté artificielle, elles associent le prix à la valeur personnelle, elles transforment un instinct de survie en machine à vider ton compte bancaire. Ce n'est pas une faiblesse individuelle, c'est un biais humain exploité à grande échelle.